comme ça. Voilà, si vous permettez. Hein. Sinon, je n'enregistre pas, il n'y a pas de souci. Yes, sir. OK, de toute façon, voilà. Alors, effectivement, j'ai l'impression, une nouvelle fonction qui apparaît, c'est celle de facilitateur. On voit qu'elle est en train d'exister dans la fonction managériale. On voit que aussi le monde du conseil est concerné, puisque ben, le conseil est de moins en moins un expert et de plus en plus un animateur de l'intelligence collective. Donc, c'est toutes ces observations là, que je viens de vous décrire rapidement qui sont à l'origine un petit peu de la démarche que nous avons formalisée. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs partenaires qui sont associés, mais je vous les présenterai un peu plus loin. Alors, en fait, tout a commencé en réalité en 2006. Nous étions un petit groupe, un ingénieur, un avocat en peine de clientèle ou en interrogation vocationnelle, et puis un autre collègue qui avait fait le SC Clermont d'ailleurs, et qui était responsable de formation. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a été beaucoup interpellé par le taux de chômage qui était très élevé en France. Et quand on faisait une recherche, ne serait-ce que dans l'actualité, on voyait bien que toujours qu'il y avait un lien évident entre l'augmentation du chômage et la stratégie d'entreprise, et en particulier le modèle de la compétitivité prix. Donc c'est vrai que c'est là qu'on a découvert un modèle qui nous a beaucoup intéressés, qui semblait permettre aux entreprises qui l'utilisaient de survivre face au tsunami de la mondialisation, en particulier dans le textile, qu'on appelle le modèle de la compétitivité hors prix. Et ça nous a beaucoup intéressés parce que nous qui enseignions la gestion des ressources humaines à l'époque, eh bien, cela justifiait complètement l'intérêt de prendre au sérieux les ressources humaines et pas seulement les ressources, puisque pour créer de la valeur, on a besoin de l'intelligence de chacun et puis plus tard collective. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Alors, voilà les points, si vous voulez, qu'on va rapidement balayer. Une brève histoire, j'ai déjà commencé. Une définition de l'innovation participative. On revient sur Cornelius Castoriadis, qui est un auteur à qui je dois beaucoup. Valentine est en train de nous rejoindre. C'est une personne qui a déjà fait le parcours que je propose. Présentation de la méthode et des outils, présentation du dispositif de formation et enfin de certification. Ça a été très long à rentrer, vous savez, dans les normes Calliope, parce que quand on a une activité plutôt artisanale, c'est un peu compliqué, mais l'ESC nous a donné son appui pour cela. Et puis, si vous avez le temps, on fera un petit voyage dans l'espace de formation, mais je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà. Donc, oui, donc tout a commencé, oui, comme je vous l'ai dit, en 2006, mais avant, personnellement, j'avais aussi des problèmes, on peut dire, cognitifs qui ne m'ont pas gêné dans mes études, mais qui quand même attiraient toujours un peu l'attention. Et en fait, j'avais une manière de prendre des notes extrêmement brouillonne. Et en fait, j'ai découvert que c'était finalement quelque chose de tout à fait sérieux, puisque ça correspond à ce qu'on appelle la démarche heuristique. Donc, dès les années 90, j'ai commencé à travailler sur cette question et j'ai eu la chance de travailler avec un groupe danois qui s'appelait à l'époque Time System, Time Management International, TMI, avec lequel d'ailleurs on a fait différentes expérimentations, notamment la conception d'un agenda heuristique. En quelques mots, c'est un agenda, si vous voulez, qui fonctionne beaucoup avec des bulles, mais c'était beaucoup trop tôt, parce que l'agenda qu'on utilise, en fait, date de la fin du 19e. C'est un modèle qui a été inventé par un médecin, mais en fait, qui était très adapté à un environnement stable et qui ne l'est pas du tout à l'environnement d'aujourd'hui. Donc, personnellement, j'ai toujours quand même l'idée qu'on peut travailler, trouver un agenda différent. Mais bon, c'est un autre sujet, il n'est pas clos d'ailleurs. Alors, on a fait un groupe de recherche sur la compétitivité hors prix, comme je viens de vous expliquer. 2006-2012, bien, en fait, dans le cadre de l'ESC, avec nos étudiants qu'on forme à la gestion de projet à l'époque, alors je ne sais pas si Didier en a été, entre guillemets, victime ou bénéficiaire, mais c'est vrai qu'on, dans la gestion de projet, il y a la partie exploration qui était largement sous-estimée, raccourcie,
Et donc, on l'abordait avec les techniques de créativité. Alors, j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir travailler et d'observer le modèle Michelin, puisqu'il y a eu, si vous voulez, un groupe de recherche qui s'est développé à l'ESC, auquel j'ai eu la chance de participer. En 2013, on nous a formés aux méthodes agiles, et pour moi, ça a été la révélation de ce que je tentais de faire auparavant de façon un peu, on va dire, enfin, sans méthode particulière, hein. Et puis, 2014-2022, ben, c'est clair, cette manière de travailler me plaît beaucoup. Donc, c'est de multiplier les expériences. Et je peux dire qu'à l'ESC, pratiquement maintenant, j'ai 80% de mes cours qui sont autour de cette démarche. Et j'en suis très content. Alors, j'en suis au 23e prototype. Je n'ose pas passer au 24e parce que je trouve que ça fait quand même déjà beaucoup. Voilà. Bien. Alors, j'ai trouvé une définition que j'ai un peu rebricolée. Vous savez, il y a l'Association internationale de la facilitation, dont un représentant d'ailleurs s'appelle Jean-Philippe Poupard, qui lui a fait une définition que j'ai repris et transformée un petit peu, mais je lui dois quand même une partie de cette définition. Mais on peut définir l'innovation participative, et j'ai rajouté le premier mot, comme un dispositif et comme un ensemble de méthodes collaboratives. Au départ, si vous voulez, j'étais beaucoup sur les méthodes d'animation, comment travailler avec un groupe, comment mobiliser l'intelligence collective. Mais en fait, si j'observe un peu ce qui se passe hein, dans cette effervescence autour des questions de l'innovation, eh bien, je m'aperçois que beaucoup d'entreprises mettent en place aussi des dispositifs. Et là, j'ai la chance d'intervenir chez Enedis, qui a mis en place un dispositif assez intéressant. Donc, c'est une approche plus systémique, plus ingénierie, mais c'est vrai que les deux sont quand même indissociables. Et alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, à mobiliser les intelligences, ça, tout le monde peut comprendre, les motivations, et je trouve surtout, ce qui est passionnant, c'est les imaginaires des communautés humaines, dans le but, bien sûr, de créer de la valeur, de trouver des idées pour elles-mêmes, pour les organisations. Alors, j'ai aussi un terrain d'exploration avec une municipalité au fin fond de l'Auvergne qui est assez passionnant, les territoires et, espérons-le, la planète. Voilà. Alors, en fait, bon, si vous voulez, je fais le lien avec les 4 temps du management. Ceux qui me connaissent savent pourquoi, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais simplement résumer. J'ai parlé de l'appli à Céline. Voilà. Je vais simplement résumer hein, en disant que c'est vrai que l'innovation est souvent envisagée par le haut, c'est-à-dire recherche-développement, mais en fait, il y a une autre manière de l'envisager qui est en train de naître, et d'ailleurs qui s'est un peu instituée dans une association auquel j'ai eu la chance aussi de participer, qui m'a fait intervenir, c'est par le bas, c'est-à-dire que les collaborateurs ont toujours beaucoup d'idées et qui sont en sommeil. Et en fait, il est peut-être temps, dans ce moment un peu historique, difficile, de commencer à recueillir leurs idées aux différents niveaux. On peut le recueillir à propos de problèmes très opératoires, à propos d'objectifs à atteindre, d'organisation même. Alors, je vois que Michelin, par exemple, de plus en plus est passé d'un mode vertical hiérarchique à un mode, on va dire, qui est plus participatif, puisque, par exemple, les objectifs viennent de plus en plus par le bas. Je vois que certaines entreprises commencent aussi à intégrer les perceptions des collaborateurs de première ligne qui sont en contact tous les jours des clients dans leur réflexion stratégique. Voilà, bon, vous avez cette définition. Alors tout ça, il y a une entreprise aussi que je cite toujours, parce que d'abord, ça a été une petite success story, mais dans lequel j'ai eu l'occasion de pratiquer ces méthodes pendant à peu près 16 années. Voilà, c'est pour dire qu'on a croisé quand même pas mal les théories et les expériences, mais il ne faut pas s'arrêter parce que tout ça, ça bouge et ça avance très vite. Donc, en fait, nous sommes peut-être, alors le mot changement fait l'objet d'interrogations. Certains ne veulent pas entendre parler du mot innovation. J'ai encore rencontré un chercheur, mais les chercheurs sont souvent un peu dans un discours aristocratique et en rapport au mot qui est parfois un peu particulier.
Mais en tout cas, je pense que dans ce dans quoi nous sommes, ça s'appelle une métanoïa, c'est-à-dire vraiment un retournement de l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de situations, renversement des business models, compétitivité prix hors prix, redirection écologique, comme le développent certains de nos collègues, digitalisation, transformation des organisations vers plus de participation, exemple la sociocratie, transformation de la société de consommation, et puis aussi transformation géopolitique qui n'en sont pas à leur fin. Et alors, le grand risque, là, je fais appel à un concept que j'ai beaucoup développé, que certains appellent le manager toxique, mais je trouve que c'est un peu réducteur. Moi, je l'appelais à l'époque la névrose managériale, c'est-à-dire c'est le fait de conserver des représentations passées qui ont leur valeur dans le passé, mais qui aujourd'hui ne nous permettent pas de penser avec pertinence pour trouver les bonnes solutions. Voilà. Alors, parmi ces grandes transformations, il y en a une, c'est sûr, qu'on observe, c'est le passage de l'autorité qu'on peut appeler disciplinaire à une autorité délibérante. À partir de 2012, c'est l'entreprise libérée, donc c'est un vrai choc. Et maintenant, on voit bien que la délibération, quand même, est en train de se développer. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on parle d'intelligence distribuée. Et il y a un auteur que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Pierre Lévy, qui a d'ailleurs créé un logiciel qui s'appelait à l'époque Jingo. Vous savez, c'est l'arbre des compétences, très, très en avance. Alors, ce logiciel n'a pas eu le succès qu'il méritait. Il a été pourtant expérimenté dans des grandes entreprises comme EDF. Mais en tout cas, donc il est parti au Canada, évidemment. Mais en tout cas, il était, comment dirais-je, il anticipait finalement toute cette vague que nous sommes en train d'observer autour de quand même cette conscience qu'il est nécessaire de développer l'intelligence collective et de valoriser la diversité des qualités humaines, en particulier, et aussi neurodiverses. Et puis, dans la cité, on voit bien que la démocratie représentative fait l'objet de discussions et qu'apparaissent des listes participatives qui ont un fonctionnement assez différent. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? C'est là que Cornelius Castaneda est vraiment très utile. Il a écrit un livre que j'ai eu du mal, je ne vous cache pas, à appréhender d'abord, puis à digérer, et maintenant c'est devenu presque un ami, parce qu'une fois qu'on a compris un peu certains concepts, c'est très intéressant, parce que finalement, nous sommes à un moment où il faut sortir de ce que lui appelle l'imaginaire institué. Et alors, si on regarde l'histoire avec Cornelius, on s'aperçoit que l'histoire, c'est une tension permanente entre ce qu'il appelle l'imaginaire institué, c'est-à-dire les normes que nos sociétés fabriquent et qui sont bien nécessaires pour permettre notre socialisation, mais pas suffisante. Et c'est pour cette raison que face à l'imaginaire institué, il y a un autre imaginaire, on va dire, qui est très difficile à dompter et que chacun d'entre nous, d'ailleurs, nous ressentons, parce que parfois nous avons besoin de contester, de remettre en question, et nous avons d'autres propositions à faire. C'est ce qu'il appelle l'imaginaire radical. Et c'est cette tension qui est vraiment intéressante d'observer dans notre société, puisqu'on peut constater que l'imaginaire institué est quand même un peu en train de s'affaiblir et qu'il y a un imaginaire radical qui est en train d'apparaître, et sans doute pour préparer un nouveau paradigme différent du précédent. Voilà, donc, alors la cartographie des utopies concrètes est impressionnante, et c'est vrai que si vous regardez la montagne, chaque jour, vous verrez qu'il y a un article sur une petite innovation. J'ai encore vu aujourd'hui des gens qui ont quitté la vie urbaine pour aller se mettre au fin fond du Livradois-Forez pour créer ce qu'ils appellent des écologes. En fait, c'est un peu des gîtes, si vous voulez, mais qui permettent d'être en contact avec un système de vitres, alors au toit et devant, avec la nature. Enfin bref, ils ont monté un business qui a l'air de démarrer. Bref, enfin des utopies, il y en a énormément, des utopies concrètes, et c'est assez passionnant à observer. Et là, on voit bien qu'il y a en ce moment des tas d'outils aussi qui émergent. Alors, si on en faisait l'historique, peut-être que ça a commencé avec le Lean,
mais il a été un peu détourné au départ. Ensuite, il y a eu les méthodes agiles. Avant, on a eu la créativité. Ensuite est venu un terme un peu exotique, et ça, c'est typique des innovations. Elles prennent toujours au départ, si vous voulez, une allure un peu étrange, parce qu'en fait, elles sont là pour contourner les normes. Donc, elles ne peuvent pas avoir les mots, on va dire, du vocabulaire classique. C'est qu'après qu'on comprend de quoi il s'agit et qu'on les assimile. Et c'est pour ça que ces techniques qu'on a appelées pendant quelques années design thinking, maintenant, sont devenues la facilitation. Alors, on peut dire que tout ça, c'est peut-être des objets transitionnels, c'est-à-dire que les sociétés fabriquent comme ça des objets pour faciliter le changement. C'est en tout cas une hypothèse que nous posons. Alors, on continue. Alors, vous avez le phénomène des fresques aussi, qui est impressionnant. Le nombre de fresques qui ont été développées actuellement, c'est assez impressionnant. Ça a commencé avec la fresque du climat, qui est une super idée. Et puis, ça a été contagieux. Et c'est toujours le même processus, c'est collaboratif. Et on fait travailler l'imaginaire et l'intelligence des personnes à plusieurs. Donc, Phosphorial, c'est dans ce mouvement. Alors, au départ, ça a commencé par un jeu de cartes en carton. Il en reste 14 exemplaires, alors qu'il y en avait 100, ou digitalisé avec de nombreux outils digitaux. Et on s'aperçoit que si vous observez dans le monde digital le même phénomène, énormément d'outils. Au début, j'en faisais la collection. J'ai dû en trouver une cinquantaine. Je me suis arrêté parce que d'abord, certains disparaissaient assez vite, puis d'autres étaient remplacés, et puis d'autres arrivaient à survivre. Voilà, tous ces outils digitaux, en fait, reposent sur les mêmes principes, créativité, collaboration, etc. Voilà. Alors, c'est un jeu pédagogique au départ qui s'appuie quand même un peu sur la psychanalyse. On ne le dit pas trop parce que ça, c'est plus à la mode, mais aussi avec les neurosciences et qui a un lien, c'est sûr, avec le fonctionnement du cerveau et les différentes étapes, disons, d'un projet d'invention. Parce que finalement, ce qui est un peu différenciant dans Fossorial par rapport à d'autres choses, c'est que c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de valoriser cette capacité de l'esprit humain d'inventer des solutions. C'est sans doute là où les contributions qu'on peut avoir sont sûrement les plus originales, parce qu'après, on est dans des approches, on va dire, un petit peu plus classiques. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est vrai qu'on a essayé de mettre en relation chaque étape d'un projet d'invention, chaque étape qui part de la recherche d'une idée jusqu'à sa mise sur le marché en croisant avec les neurosciences. Bon, OK. Et c'est vrai qu'il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés, parce qu'on n'est que dans la continuité. Alors, vous avez un grand anthropologue qui s'appelle Gilbert Durand, qui parle de trajet anthropologique. C'est vrai qu'une nouvelle forme, elle a une histoire, elle ne naît pas d'elle-même. Et c'est tous ceux qui sont là. Vous voyez, on a mis le Lean, oui. Les logiciels libres, avec le manifeste agile, des méthodes agiles, 2011, les entreprises libérées, 2012, l'heuristique à partir des années 90, la démocratie participative avec Joe Spiegel, qui a été le premier en France, le premier maire dans la région de Mulhouse à initier une démarche impressionnante, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ça, vous devez le connaître. Alors, j'ai trouvé intéressant cette définition de Jean-Philippe Poupart sur la facilitation. La facilitation est une discipline regroupant des pratiques qui permettent à chaque membre d'un groupe de s'impliquer dans la construction d'une solution acceptable par tous face à un enjeu commun et de s'engager dans la mise en œuvre des actions qui en découlent. Voilà, bon, je trouve que c'est une définition, ça stabilise un peu la créativité. Alors, dans la méthode Phosphorial, il y a 5 objectifs que nous tentons d'atteindre. Premièrement, réconcilier les acteurs avec l'imaginaire créateur, parce qu'on s'aperçoit que les gens ont une relation à leur imaginaire qui est très distante. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'imagination. Moi, je le vois parce que
Parfois, je leur demande de travailler sur un sujet et la première réaction qu'ils ont, c'est de demander quelles sont les attentes que je peux avoir, de demander aussi que je leur donne un modèle et je leur explique que ce n'est pas le lieu, que justement, ils ont déjà des idées et on fait quelques petits jeux pour débloquer, puis après, on s'aperçoit que d'eux-mêmes, ils trouvent des solutions. Voilà. Alors, développer l'innovation participative dans les organisations. Alors là, je dirais qu'on n'est pas les seuls parce qu'il y a une association qui s'appelle les Innovacteurs, avec lequel d'ailleurs on a une très bonne relation. Dès qu'on nous pourrons, nous serons adhérents, mais ils sont un peu, je dirais, chers et c'est surtout des grandes entreprises. Il y en a une centaine, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'ils ont de bonnes expériences aussi sur l'innovation participative. Ensuite, c'est important que ce modèle ait un impact sur la pédagogie, parce que finalement, les gens vont très rapidement s'apercevoir qu'ils peuvent échanger entre eux des savoirs, et peut-être qu'ils vont peut-être mieux le retenir que quand ça dépend d'un soi-disant maître. Et puis, effectivement, contester cette figure du maître, ça ne veut pas dire que l'enseignant n'a pas son rôle à jouer, mais en tout cas, il n'est pas, comment dirais-je, le tout-puissant que l'on peut penser. Et, bon, voilà. Alors, faciliter l'utilisation aussi de nombreux outils digitaux. Alors, c'est vrai que moi, j'ai découvert avec beaucoup de surprise que j'étais technophile. Et c'est vrai que la technologie ne me fait pas peur, au contraire. Je trouve ça passionnant. Voilà. Donc, il y a énormément d'outils digitaux, si vous voulez, qu'on a accrochés à la méthode. Il y en a presque une centaine. Hein. Alors, ici, 3 intentions. Hein, quand on fait un parcours fosforial, c'est l'innovation participative, c'est la démocratie participative. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a, curieusement, un lien avec l'initiative entrepreneuriale, puisque ce qu'on prend comme expérience pour apprendre la méthode, c'est de la recherche d'une idée jusqu'à sa mise sur le marché, c'est-à-dire finalement, c'est ni plus ni moins une invention qui va se transformer en entreprise, en expérience entrepreneuriale. Voilà, là, en fait, comment ça se passe? Donc, c'est une pédagogie qui veut proposer une expérience, une aventure. Alors, c'est ça qui est vraiment beau à voir, c'est de voir parfois des étudiants qui sont, on va dire, parfois en état d'épuisement. Là, ils ne prennent plus de pause, ils sont vraiment à fond parce qu'ils sont dans une expérience, justement. Hein. Donc, ils s'organisent autour de 10 étapes qui parlent de la recherche d'une idée jusque sa mise sur le marché. Alors, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, il y en a 10, vous les avez vus, je vous présenterai ça. À chaque fois, bien sûr, il y a des méthodes qui sont là pour faire éclore, on peut dire des compétences. Hein. Ici, c'est créer du lien, là, c'est choisir un défi, là, c'est savoir se mettre à la place du client, là, c'est l'heuristique, donc c'est libérer la créativité collective. Ensuite, c'est le prototypage, donc concrétiser la proposition de valeur, ce qui n'empêche pas, au contraire, de continuer à imaginer. Là, c'est tester, et tout ça en mode agile, c'est-à-dire pas de façon perfectionniste, ça prend beaucoup trop de temps, parce que vous savez, comme dans les méthodes agiles, on cherche à produire une valeur minimum, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans une négligence, mais on est plutôt dans une intelligence, c'est-à-dire produire ce qui convient. Ça veut dire que c'est finalement une quête de pertinence, quoi. Hein. Et puis, il y a de nombreux allers-retours. Donc, en revenant plusieurs fois, on arrive à voir quand on a pu déraper. Voilà, alors tout ça, ça se passe alors, dans les tableaux blancs. J'en ai expérimenté plusieurs. Le premier, et je tiens à lui rendre hommage parce que ça a été le premier sur Internet qui est apparu dans les années 2012, c'est Tuzit, T-U-2-Z-I-T. Bon, c'est plus un monument archaïque, c'était pourtant très bien fait. On a été en relation avec eux à un moment, on aurait pu envisager un partenariat, mais les investissements, si vous voulez, que ça demandait, étaient d'après eux, qui sont des techniciens de l'informatique, beaucoup trop importants. Donc, Tuzit a été un des premiers. Et puis après, il y a eu Miro, Mural, et puis Klaxoon. Et Klaxoon, c'est un très bel outil qui est un peu difficile à appréhender au départ.
Donc, ben, j'ai fait une certification. Je ne dis pas que je maîtrise totalement parce qu'il faut beaucoup de pratique. Mais en tout cas, ben, on essaye de progresser avec cet outil. Je vois que Teams aussi propose des tableaux blancs. Bref, enfin, OK. Voilà, donc vous voyez, à chaque étape, vous avez des cartes qui vous disent un peu ce que vous devez faire. Il y aura des vidéos, vous allez voir, dans la nouvelle version. Et puis là, ben, vous avez des espaces où vous pouvez travailler. Et ces espaces, vous pouvez les agrandir parce qu'en fait, un tableau blanc, c'est immense. Donc là, la taille des objets que vous voyez peut être beaucoup, beaucoup plus important en fonction des besoins. Et ainsi, ben, de post-it en post-it, eh bien, vous faites le parcours. Alors du coup, les post-it en papier, ben, c'est fini. Alors il y a 2 ans, on m'avait offert une boîte de post-it à l'ESC. Ben, en fait, voilà, il y a des gens qui disent que ça détruit la planète. Bon, c'est sans doute vrai. Donc maintenant, on a les post-it virtuels qui sont très bien. Alors en fait, vous voyez une carte donc à un recto, ok, et puis elle a un verso. Donc dans chaque étape, il y a des consignes. Voilà. Bon, alors il y a une petite introduction à chaque fois en animation qu'on peut faire. Ben, le but, ça va être de faire des vidéos. Et c'est vrai que on a pu mettre tout ça sur disons, une application téléphonique. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, pendant une semaine, je peux vous laisser l'accès gratuit à cette approche. Donc, elle n'est pas ouverte à tout le monde, bien sûr, mais elle s'appelle Phosphorial. Il y a un blog qui est gratuit, mais par contre, les cartes sont un peu protégées. Voilà. Voilà, ben vous l'avez ici, vous voyez, vous allez sur Google Play, pas de souci. Vous pouvez aller sur Apple Store aussi. Ah non, Apple Store, il y a un petit combine pour que ça fonctionne. Bon, enfin, OK, en tout cas, sur smartphone, ça marche très bien. OK, et puis dans un parcours, on travaille à fond les techniques heuristiques. Alors, je dirais qu'on parle beaucoup, vous savez, de carte mentale, mais les techniques heuristiques, c'est quand même un peu autre chose. Il y a 6 points importants. Bon, donc c'est bien de les connaître. Ça, on travaille beaucoup avec Mindomo. Donc c'est une société qui a récupéré le logiciel Mind Manager qui, à un moment dans son histoire, a été abandonné, mais maintenant est repris. Mais ceux qui ont repris Mind Manager ne sont pas vraiment dans l'esprit heuristique du départ, alors que Mindomo a bien su conserver et amplifier cette philosophie. Et ça se traduit très bien dans les outils. Alors, IOA a son charme. Donc, c'est aussi un partenaire. Il y a des avantages et des inconvénients. On va dire que c'est très élégant, très esthétique. Par exemple, vous pouvez passer directement des post-it aux cartes heuristiques. C'est le seul qui le fait. Par contre, passer des cartes heuristiques, par exemple, à des checklists dans votre agenda, ça fonctionne, oui, mais un peu moins bien. Le gros problème, c'est qu'il est difficile de transférer ce qu'on fait avec IOA avec d'autres logiciels. On peut le faire avec Word, mais ce n'est pas excellent, alors qu'avec Mindomo, vous pouvez le faire avec Word, Excel, toute la suite Microsoft et bien d'autres logiciels encore. Donc, les possibilités, vous voyez, de transformer les formats sont beaucoup plus grandes. Bon, après, c'est chacun qui fait son marché, hein. Nous-mêmes, on a fait une petite plateforme qu'on a appelée Étincelle, après plusieurs recherches, qui est disponible gratuitement. On va dire que c'est pour faire de l'innovation, pour faire de la démocratie participative, ça marche très bien. Dans une petite collectivité, jusqu'à une centaine de personnes, ça fonctionne maintenant. Alors, il y a un concept clé qui est vraiment essentiel, que je ne vais pas non plus creuser trop longtemps, parce que je ne voudrais pas respecter le temps hein, que vous m'accordez. C'est le concept d'appareil psychique groupal, mais je l'ai trouvé vraiment adapté à cette activité, parce qu'en fait, un groupe, c'est souvent une simple juxtaposition d'individus. Et comment transformer un groupe en équipe, voire en communauté au sens large, eh bien, le concept d'appareil psychique groupal nous aide beaucoup. Alors, l'appareil psychique groupal est un appareil de formation et de liaison. Alors, il produit, contient, lit, transforme et traite la réalité psychique spécifique du groupe.
En gros, ça permet de créer des liens entre les gens qui font que le groupe devient un contenant commun qui a sa particularité. Et en fait, c'est ça qui fait que l'équipe, le groupe, la communauté va pouvoir libérer ce que Castoriadis appelle l'imaginaire radical, euh, parce que justement, une des spécificités de cet imaginaire radical, c'est qu'il s'amplifie lorsqu'il est développé dans des groupes. Et euh, Cornelius, qui est un philosophe psychanalyste, il a eu aussi une vie politique, donc il a beaucoup pratiqué la vie politique. Et cette dimension collective, elle a beaucoup inspiré, parce que c'est effectivement dans le collectif que l'imaginaire radical peut se déployer de façon beaucoup plus importante. Alors, on peut aussi dire que c'est une approche qui permet d'accorder les imaginaires, déjà à l'intérieur d'un groupe, et puis, pourquoi pas, à l'intérieur d'une communauté. Tout ça, ça prend du temps. Je dirais, le marché n'a pas encore bien compris tout ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que nous aussi, on pose les bases théoriques aussi au fur et à mesure. Hein. Bon, en tout cas, voilà, la notion d'imaginaire, c'est vraiment un sujet qui va émerger, parce qu'on va enfin se rendre compte que derrière tous les comportements, nos modes de décision, il y a l'imaginaire qui est à l'œuvre, quoi. Alors, il y a aussi un élément important qu'on doit aux agilistes, que c'est une méthode fondée sur l'art de la conversation. Alors, Pierre Lévy aussi insiste beaucoup là-dessus. Il parle de conversation civilisée, argumentée. Cornelius Castoriadis fait référence, vous savez, à l'autonomie, qu'il définit comme la capacité à penser rationnellement une situation sans être complètement déterminé par les normes du groupe dans lequel on est inscrit ou les opinions collectives, qui s'appelle pour lui l'hétéronomie. Et donc l'autonomie n'est pas évidemment l'indépendance, hein, c'est cette capacité d'utiliser sa rationalité pour proposer un point de vue argumenté. Voilà. Alors, dans une démarche, vous le savez comme moi, de créativité, il y a des phases de divergence, il y a des phases de convergence. C'est pour ça qu'il y a un protocole quand même bien précis à mettre en place dans les groupes de facilitation. Pour comprendre, c'est très simple. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, dans un ascenseur, c'est aux États-Unis, on met 5 personnes dans un ascenseur et 4 sont complices, c'est-à-dire 4 se retournent dans l'autre sens que le sens du départ, et on voit que le 5e acteur a beaucoup de mal à maintenir sa position, on pourrait dire son autonomie, et va adopter très vite la position collective et se retourner. Voilà, bon, il y a aussi l'expérience de H, vous voyez, qui vous décrit des lignes qui sont sur un tableau. Tout le groupe s'est mis d'accord pour dire qu'une ligne qui est petite, plus petite que les autres, eh bien, tout le groupe s'est mis d'accord pour dire qu'elle est aussi grande que les autres. Et il y a un 13e étudiant qui, bien sûr, va se conformer à la vision collective. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un protocole, si vous voulez, dont la vocation, c'est vraiment de permettre déjà à chacun de devenir un individu, symboliquement, pour ensuite aller vers la convergence, parce qu'entre les deux, il y aura la conversation, l'argumentation. OK, bon, alors la facilitation, c'est d'abord une posture, c'est un rôle, en tout cas dans un groupe, et moi j'ai le sentiment que ça va devenir un métier. J'ai l'impression qu'au Canada, ils sont un peu plus avancés que nous, hein, sur ce sujet. D'ailleurs, Karine, vous en êtes un peu un exemple, parce que vous avez une fonction autour du Lean, où vous apportez de la méthodologie qui quand même facilite. Bon, alors après, les facilitateurs vont s'instituer un jour ou l'autre, hein. Peut-être pas. Alors voilà, bon, c'est enfin une réflexion. Bon, dispositif de formation certifiant, ça a été si long ça, hein, Calliope. Alors, si vous voulez, on a fait un référentiel d'activité du facilitateur. Il en existait 2.
dont on s'est servi, mais le nôtre est un peu différent. On a fait à partir de là un référentiel de compétences. Évidemment, on propose un positionnement amont, pardon, pas aval, il y a une petite erreur là. Et puis ensuite, le parcours de formation, une évaluation certifiante donc, qui se fait à l'ESC Clermont, donc qui donne quand même un label, on va dire, reconnu, et qui permet aussi un financement avec le CPF, c'est quand même important. Et puis, bien sûr, après, on compagnonne et puis on échange et on travaille sur les cas d'usage propres à chacun. Parce qu'une fois que vous avez vos 130 outils, c'est comme quand vous allez au restaurant, vous ne pouvez pas les pratiquer tous, vous ne pouvez pas consommer toute la carte du menu, vous devez faire votre choix en fonction des problèmes que vous rencontrez. Alors, le référentiel, vous voyez, il est articulé sur à peu près 5 points, surtout 4 pour l'instant. Le premier, c'est comprendre les contextes des clients. Ça, c'est un grand classique, c'est tiré de l'approche système, mais c'est quand même vraiment important. Ensuite, c'est acquérir la méthode d'animation des ateliers d'innovation participative. Quand même découvrir et puis petit à petit maîtriser certains outils digitaux, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même vraiment utiles. Et ensuite, on a rajouté occuper le rôle et la posture de la facilitation, parce que c'est pareil, là aussi, il y a des principes et des outils que les coachs d'ailleurs connaissent bien. Et en fait, il y aura un jour ou l'autre concevoir un dispositif global d'open innovation dans l'entreprise. Mais pour ceux qui participeraient à la première expérience, ça sera évidemment compris dedans, même si ça va se faire un peu plus tard, parce que en fait, le marché va évoluer et dans certaines organisations, il faudra penser à un système d'innovation, pas seulement à animer ça et là des équipes. Voilà, alors ceux avec lesquels nous sommes en relation, on va dire, alors amical, c'est un grand mot, mais en tout cas partenarial, c'est les innovateurs. Et puis, c'est beaucoup plus facile d'être avec l'Association internationale de la facilitation parce que là, on est entre consultants, alors que les innovateurs sont un peu, on va dire, prudents avec les consultants. Ils ont peur qu'on vienne faire notre marché, mais bon, c'est jamais facile comme ça. Et donc, c'est plutôt des responsables d'innovation qui sont ici. Mais j'ai appris qu'il y avait aussi d'autres associations alors qui regroupent plutôt des directeurs de l'innovation. Bon, en tout cas, il y a des organisations qui génèrent une professionnalisation. Bon, là, vous avez un petit bout du référentiel. Vous pourrez peut-être même cliquer et avoir accès. Les 4 étapes du dispositif, bon, il y a une phase qu'on peut faire soi-même avec des modules ou des vidéos qui ont été sélectionnés. Il y a 9 webinaires qui vont se dérouler. Je vois que les dates sont plus bonnes. Eh bien, on va commencer le 24 février. Donc, ça va se terminer en mai. Et puis ensuite, il y aura un accompagnement. Donc, tout ça, ça débouche sur une attestation et aussi un certificat de facilitation. Alors, à qui ça s'adresse? À des managers, à des consultants, à des pédagogues, à 10 animateurs. Alors, dans la phase expérimentale, on a un peu eu tous ces publics parce que c'est vrai qu'avant de rentrer dans une industrialisation, peut-être un peu fort, même beaucoup, eh bien, on a fait le test avec des gens en vraie grandeur, c'est-à-dire pas seulement des étudiants, mais aussi des consultants, des animateurs. Ça a été la phase, on peut dire, bêta, comme on dit, ou alpha, je ne me souviens plus. Bref, maintenant, tout ça est stabilisé. Alors voilà, la proposition de valeur, comme on dit, vous pourrez la lire. On essaye de faire le maximum pour que tout le monde soit satisfait et qu'on ait une relation partenariale durable, parce que toutes ces méthodes évoluent et on a sans doute beaucoup à échanger sur ces éléments. Alors là, on est en train de mettre en route tout un système. Alors, un laboratoire de recherche avec le docteur Rachid Oumlil, alors qui est quelqu'un qui a fait sa thèse, il a 2 thèses, lui, une sur l'informatique, une sur l'open innovation. En fait, il est au Maroc, il était directeur pédagogique d'une grande école de commerce au Maroc.
Bon, moi-même, je m'occupe plus de l'animation. Ici, il y a le marketing digital, donc c'est la personne qui essaye de promouvoir notre activité. Là, on a un plus Digital League, il faut que je l'enlève, c'est le groupe PACE, qui est un groupe donc, qui est très bien équipé sur le plan administratif et qui aussi a des prestations qui sont assez, on va dire, analogues aux nôtres dans d'autres domaines. Bon, eux, ils ont une méthode de développement personnel qui s'appelle Persona. Bon. Et puis, on a le SC Clermont, mais qui a accepté de jouer le jeu. Hein. Alors, bon, en ce moment, on intervient un peu dans tous ces endroits. Et l'expérience d'Enedis aussi est vraiment intéressante. Et alors, pardon, ici, donc, il y a des outils dont je n'ai pas beaucoup parlé. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre là.